À la une de ce journal, le Premier ministre face aux forces vives de la région du centre-sud, à Manga, on évoque entre autres les élections à venir, les crises sécuritaires et sanitaires et la question du développement, le point des échanges dès le début de ce journal. Aller chercher le filon doré ou le minerai tout en laissant la surface terrestre presque intacte, voilà qui caractérise la mine souterraine telle que vous la découvrirez dans quelques instants. Et puis le prix Nobel de la paix 2020 qui revient au PAM, le programme alimentaire mondial de l'ONU, est récompensé pour ses efforts pour combattre la faim dans le monde, notamment dans les zones de conflit. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. La réussite des élections apaisées, les crises sécuritaires et sanitaires, mais aussi les questions liées au développement dans la région du centre-sud. Ce matin à Manga, les échanges entre le Premier ministre et les forces vives sont directs et sans langue de bois. Les défis à relever sont nombreux pour préserver la paix et la cohésion sociale. Et Christophe Joseph-Marie Dabiré appelle à l'implication de tous pour le développement de la nation et la promotion du vivre ensemble. Résumé du dialogue direct à Manga avec Ali Doubadini et Olopoda. À Manga, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré est allé écouter les forces vives de la région du centre-sud et recueillir leurs préoccupations et propositions dans le but d'opérer des choix stratégiques en fonction des réalités du terrain. Un exercice de redevabilité qui a permis ici de libérer la parole et les populations venues des 3 provinces que constitue la région ont eu un dialogue direct avec le chef du gouvernement sur les sujets d'intérêt commun, les mots qui entravent le processus de développement. Nous sommes vraiment très contentes pour cette initiative parce que ça nous permet de vivre ensemble et de voir comment est-ce que nous pouvons lutter pour aider et même le gouvernement à entreprendre leurs activités de combat même vis-à-vis même de tous ces problèmes, ces fléaux qui nous entourent. La question foncière, les crises sécuritaires et sanitaires, la formation et l'accès des jeunes et des femmes au financement, la transformation des produits locaux, bref, c'est un chapelet de préoccupations et de doléances auxquelles le chef du gouvernement et les ministres qui l'accompagnent ont apporté des éléments de réponse. Les populations reconnaissent qu'il y a des choses qui ont été faites, particulièrement depuis le 11 décembre 2018. Mais il y a encore des efforts à faire. Et surtout, il y a la nécessité de travailler à achever les infrastructures qui ont été mises en œuvre dès le départ pour permettre à la fête du 11 décembre de se dérouler dans de très bonnes conditions. Et je les ai rassurés que toutes les doléances qui ont été exprimées, toutes les préoccupations qui ont été exprimées et toutes les propositions qui ont été faites, nous allons les capitaliser et nous allons établir les différentes priorités afin d'enrichir le nouveau référentiel de développement que nous sommes en train d'élaborer et qui va nous permettre dans les 5 prochaines années de consolider notre processus de développement au niveau national. Christophe Joseph-Marie Dabiré invite les populations de la région du centre-sud à regarder ensemble dans la même direction pour la construction d'un état de droit, gage d'un développement durable basé sur la cohésion sociale. Et c'est ce message d'unité nationale que le chef du gouvernement a partagé avec le Naba Kiba 2 du canton de Manga. Consolidation et renforcement de la cohésion sociale en vue de vivre ensemble apaisé. Les retraités du Burkina entendent jouer également leur partition. C'est la préoccupation centrale du 22e congrès de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso, un congrès qui permet l'adoption des nouveaux textes statutaires de l'ANRBF. Précision Amado Ilboudo, Zalissa Sanfo. L'Association nationale des retraités du Burkina Faso dispose d'un nouveau statut et règlement intérieur. Ces documents sont adoptés au terme de son 22e congrès. Également, le programme d'activité et le budget des 3 prochaines années sont validés. Ce qui va être nouveau, au lieu de sections provinciales, nous aurons maintenant des sections régionales sur lesquelles les gens auront en tout cas une structure fêtière de l'Association nationale des retraités. Créée en 1968, l'Association nationale des retraités du Burkina, selon ses responsables, œuvre à promouvoir le bien-être des retraités. Ses attentes sont la révalorisation de la pension et le suivi,
de la santé des retraités. Nous avons la construction du centre gériatrique qui est en cours au niveau donc de Ouagadougou. Et actuellement, nous sommes à environ 50% de réalisation. Mais il y a également le centre gériatrique de Bobo-Dioulasso qui est en vue. Pour cette catégorie de personnes, il y a des soins particuliers qui doivent être pris. Donc ces centres gériatriques vont mettre à leur disposition des spécialisations. L'Association nationale des retraités du Burkina Faso bénéficie du soutien de la Caisse et s'implanter sur toute l'étendue du territoire national. Liberté et sécurité en ligne au centre de la célébration de la 9e journée internationale de la jeune fille. L'utilisation des réseaux sociaux n'est pas sans danger, notamment le harcèlement. À l'occasion, Plan Burkina fait la promotion du leadership des jeunes filles. Une commémoration anticipée ce 9 octobre à Ouagadougou, présent à la cérémonie Rasmane Zoundi Sekouzongo. 11 octobre, journée internationale de la jeune fille. Ce 9 octobre, Plan international anticipe la célébration ici au Burkina. Pour cette 9e commémoration, l'ONG table sur l'émancipation des jeunes filles sur Internet. Facebook, Twitter, WhatsApp, les réseaux sociaux de développement sont encore inaccessibles à une grande majorité des filles dans 22 pays à travers le monde. Dans nos pays ici, non seulement, encore une fois, elle est marginalisée, parce qu'il ne suffit pas d'accéder à Internet, mais encore faut-il que quand on accède à Internet, qu'on soit sécurisé sur les réseaux sociaux notamment, pour éviter effectivement que les filles subissent des violences. Un couteau à double tranchant, ces réseaux sociaux. Des filles sont victimes de violences et de harcèlement de tout genre en ligne. Des témoignages poignants, mais aussi des plaidoyers pour un accès sécurisé des filles aux réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont accès à mon compte sans que je n'accepte leur invitation. Ils m'envoient souvent des photos et des vidéos, par exemple des photos de mamadoutage et de pornographie. Il faut savoir que ton droit s'arrête là où commence celle des autres. Donc, si une fille provoque des choses sur les réseaux sociaux, des scandales, et qu'elle s'attend qu'on la soutient, elle n'aura pas de soutien. L'innovation majeure de cette 9e journée internationale de la jeune fille, c'est cette plateforme, la Girls Out Loud, conçue pour impliquer davantage les jeunes filles, les organisations de jeunes filles, dans la mise en œuvre et le suivi des engagements de la journée. Échange direct entre la ministre en charge de l'action humanitaire et les personnes vivant avec un handicap physique à Koudougou. Les préoccupations de cette couche sociale sont exprimées et des réponses données sur place. La rencontre entre dans le cadre des forats régionaux en prélude au forum des personnes handicapées. Reportage à Rasmane Zoundi et Solange Digma. C'est un dialogue direct entre Laurence Ilboudo Marshall, la ministre en charge de l'action humanitaire, et les personnes vivant avec un handicap de la région du Centre-Ouest. Le but de l'exercice est de répertorier les préoccupations de celles-ci en vue d'apporter une réponse humanitaire inclusive à la protection et à la promotion de ces personnes. Il y a un centre de rééducation, donc nous devons accompagner ce centre qui est dirigé, je pense, par l'OCADES, ça veut dire en vivre, en scolarité, pour que ces enfants restent à l'école. En plus de cela, il y a aujourd'hui une formation scolaire, l'éducation inclusive, qui prend en compte le handicap, mais les manuels ne sont pas adaptés, surtout les manuels visuels par rapport à ces enfants. Donc nous devons travailler avec mon collègue du MENA pour adapter ce manuel. Et enfin, le matériel de mobilité pour les adultes. Vraiment, moi, je ne suis pas satisfait. Il a modifié nos préoccupations, par exemple, la maison, la maison de handicap. Bon, on n'a pas eu le temps de bien l'expliquer. Et des profonds, si on explique, on va nous donner raison parce que c'est très... On a dit que celui qui est dans la maison, qui sait là où l'eau se coule. Et il nous a parlé de la maison des femmes. Aujourd'hui, si nous arrivons au niveau de la maison des femmes, il y a des rampes. Ils font des rampes pour faire seulement. Ce n'est pas pour permettre aux personnes handicapées de participer beaucoup de choses. Les conclusions de ce forum seront présentées lors du dialogue direct avec le chef de l'État dans l'optique de créer un avenir de progrès et d'espérance au profit des personnes vivant avec un handicap.
Et la promotion des séries scientifiques qui se concrétise dans la boucle du monde avec l'ouverture du lycée scientifique de Dédougou. Les meilleurs lauréats du BPC dans la région sont sélectionnés pour faire partie de l'effectif du lycée inauguré ce 9 octobre en présence de Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ce lycée scientifique est composé de 2 blocs pédagogiques, 2 bâtiments administratifs, un laboratoire, une salle informatique et d'autres infrastructures connexes. La construction de ce lycée répond à la volonté du chef de l'État d'orienter plus d'élèves vers l'enseignement technique. À la date d'aujourd'hui, nous avons 6 lycées scientifiques régionaux qui ont été construits et 2 lycées scientifiques nationaux. Donc parmi les 6, on a celui de Dédougou que nous venons d'inaugurer aujourd'hui. Les élèves ont été recrutés l'année dernière et ont été dans des bâtiments d'emprunt au lycée municipal. Et aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer officiellement cet établissement qui va permettre de former dans la région donc des élèves qui n'ont pas été sélectionnés au niveau national pour les 2 grands lycées scientifiques nationaux, mais qui ont de très bonnes moyennes, qui vont être sélectionnés au niveau régional essentiellement et qui vont y prendre part ici. Ces élèves de ce lycée scientifique sont recrutés sur la base des meilleures moyennes au BPC. Ils ont émis le vœu de voir un internat pour plus de commodité dans leur formation. Nous vous promettons de bien entretenir les bâtiments et le matériel qui est mis à notre disposition. Nous vous demandons encore de nous aider avec la construction d'un internat pour soulager nos camarades venus des autres localités de la région qui éprouvent des difficultés pour trouver des logements ici à Dédougou. D'un coût de 500 millions de francs CFA, ce lycée scientifique a été entièrement financé par le budget de l'État burkinabé. Tout autre chose à présent avec cette question. À quoi ressemble une mine souterraine? Réponse: à des dizaines de kilomètres de galeries qui serpentent à des centaines de mètres sous terre au gré du filon doré. Tel est le type de mine exploitée à Bagassi par la société Rox Gold. Dans le reportage que vous suivrez tout à l'heure, Salifou Belem et Vincent Kendrebogo nous transportent au fond de la mine pour découvrir cette technique d'exploitation et les conditions de travail. Suivons. En fonction de leur procédure d'exploitation, on distingue 2 types de mines industrielles. Il y a tout d'abord la mine à ciel ouvert et ensuite la mine souterraine. Nous sommes à la mine de Yaramoko à Bagassi. Ici, c'est une mine souterraine. Alors, bienvenue dans le ventre de la terre. Notre guide est géologue des mines. Dès l'entrée, il envoie un signal radio à toutes les unités, une alerte que des visiteurs sont en train d'entrer dans la mine, précisant qu'une VIP est à bord, le ministre des Mines et des Carrières. De la lumière du jour, nous nous plongeons progressivement dans la nuit à plein midi. C'est l'axe principal sur lequel d'autres galeries débouchent à gauche et à droite. L'activité est ralentie pour faciliter la visite. Attention, un pick-up surgit d'en face. Nous avons la priorité, mais un plus gros engin arrive aussi. Embouteillage sous la terre, mais la voie se dégage facilement. Nous arrivons au bout d'une galerie qui pourrait encore se prolonger. Ici, on a 3,5, donc la face fait 3,5 mètres. Le géologue peut demander même chose, ou bien il peut demander 3 mètres, donc la machine va faire un tir de 3 mètres. Comment on enlève le minerai? On remporte? On va tirer. Donc tout ici, vous allez voir le minerai va s'entasser ici. Il y a une machine qu'on appelle le boga. C'est une machine, c'est disons une chargeuse. Elle va rentrer, ramasser le minerai et aller le déposer là où vous avez vu la machine qu'on appelle le stockpile, le magasin. Et après de là-bas, on va charger les camions qui vont l'emmener en surface. Et ce qui me plaît en tant que géologue, c'est qu'on peut vraiment contrôler la dilution, ce qu'on appelle dilution. On peut vraiment suivre ce qui nous intéresse, uniquement ce qui nous intéresse. En suivant des galeries, et si vous voyez de l'or à gauche et à droite, comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas de perte? Vous laissez par exemple des... Non, on peut à n'importe quel moment revenir décaper ça. D'accord? C'est ce qu'on appelle le stripping. On ne peut pas tout avoir, mais ce qui reste à côté, on peut à n'importe quel moment venir encore forer et les tirer. En mine souterraine, les conditions de travail sont particulières. C'est pas exactement comme en surface, hein? Non seulement il faut une bonne oxygénation ici, vous voyez qu'il fait chaud, la ventilation doit arriver. Ici, la ventilation est artificielle. De l'air frais est distribué dans les différentes galeries par des tuyaux géants. La sécurité est de mise. Des filets retiennent la masse de terre au-dessus de la tête, aidés par la solidité des roches.
voit aussi qu'il y a de l'eau qui coule. Oui, il y a de l'eau qui coule. Dans une mine souterraine, on ne peut pas manquer d'eau. C'est quasi permanent. Mais c'est maîtrisé. Pas de risque qu'il y ait. Pas de risque. Toute eau que vous voyez, c'est maîtrisé. Aucun risque, tout en admettant que le risque zéro n'existe pas. Tout au long des kilomètres de galeries, des chambres de refuge sont entreposées. Un bunker oxygéné pour parer à toute éventualité. Le ministre Oumarou Idani y prend place, question de vérifier le fonctionnement. C'est réservé pour 6 personnes. En cas d'urgence dans la mine, on peut se réfugier ici. D'accord, il y a toutes les commodités, il y a de l'eau, il y a une radio pour appeler de l'aide, et il y a de l'oxygène frais. Ça c'est juste pour quelque temps, pour que les secouristes viennent vous sauver. Ces engins permettent de faire la pompe automatique pour que, au cas où il y a un danger, donc la machine se déplace avec une télécommande pour pouvoir aller travailler seul. Voilà, là où en cas de problème où la machine tombe dans le trou, c'est uniquement que de nager du matériel seulement. Alors, et en fin de mine, que deviennent ces galeries? Sinon, si ça reste comme ça, par exemple, dans 10, 15 ou 50 ans, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir affaissement et éboulement? Non, je pense pas. Mais je crois qu'il y a une étude vraiment sérieuse qui a été faite sur la fin de la mine. Comment ça va se passer? Et je vous assure que le côté environnemental a été pris en compte, comme chaque fois. Vous allez voir, toutes les mines polluent, mais en réalité, une mine souterraine pollue nettement moins qu'une mine à ciel ouvert. C'est le temps de remonter à la surface de la Terre après une promenade sur un site aussi touristique, mais strictement réservé. Et dans cette dynamique, l'Institut supérieur de technologie veut aller au-delà de la formation théorique pour explorer la transformation structurelle de l'économie locale. Après 20 ans au service de la formation des étudiants en technologie, l'IST a une nouvelle vision que ses responsables partagent avec les populations à Manga, une vision de croissance économique réelle présentée par le biais d'un forum compte rendu Urbain Benito Sommet Sékou Zongo. L'Institut supérieur de technologie IST célèbre ses 20 ans d'existence dans la formation de la jeunesse africaine. 2 décennies de dur labeur, de victoires, mais aussi des défis toujours à relever. Parmi ces défis, comment passer des réflexions livresques dans les amphithéâtres à l'épreuve du terrain? La problématique trouve réponse à cet anniversaire avec un forum régional sur les stratégies de transformation de l'économie locale. Et la région du Centre-Sud est faite laboratoire pour réussir une transformation structurelle et une croissance économique réelle. C'est une initiative de l'IST, mais qui est devenue maintenant quelque chose qui appartient aux filles et aux fils et aux amis de la région du Centre-Sud. Parce que savez-vous, il y a beaucoup d'opportunités. Quand vous allez de Gombusgo jusqu'à Kayao, vous allez à Tibélé, vous allez à Pau, vous allez partout, vous dites non, il n'est pas normal que cette région se dise pauvre. Il y a beaucoup de quoi faire pour les jeunes, pour les femmes dans cette région. Et occuper les jeunes sainement tout en apportant une plus-value à l'économie nationale, une idée réalisable à travers une transformation des produits locaux. C'est à travers la transformation que nous pouvons donner des plus-values à nos produits. Sinon que la production simple, c'est bien, mais la transformation donne plus de revenus et est encore plus facile à être exporté. On peut élever du poisson ici, on peut élever du caille, on peut faire du gombo, ça s'appelle quand même manga, et exporter au-delà. On peut faire du piment et même faire des cultures hors sol pour ceux qui n'ont pas de terre. Faire de la région du Centre-Sud un centre d'incubation d'une transformation structurelle de l'économie nationale, l'IST franchit le pas. L'Institut offre ici, pour commencer, des cailles à une association du Naouri et des motopompes aux différentes communes de la région. Message entendu par les acteurs de l'économie informelle qui s'organisent pour mieux relever les défis de la croissance dans leur secteur. Les conseils régionaux de l'économie informelle ont pris part activement à la dernière rencontre nationale État-secteur privé à Bobo-Dioulasso. Et à Ouagadougou, ce 8 octobre, le Conseil national de l'économie informelle fait le point de cette participation et passe en revue les actions de la fêtière Alidou Badini, Zalissa Sanfo. Le Conseil national de l'économie informelle du Burkina fait ici à la presse le bilan de son implantation sur le territoire national. À ce jour,
l'on enregistre 13 structures régionales. La mise en place des bureaux ont été présidés par monsieur et madame le gouverneur de région, avec l'accompagnement du ministère et les partenaires, en présence des directeurs régionaux du commerce, les DCR, chambre de commerce, et le ministère de la jeunesse et les membres du bureau national. Il n'y a pas eu de problème, donc de ce côté, on se félicite. Cette rencontre a été aussi l'occasion de faire le bilan de sa participation aux travaux de la 3e édition de la rencontre nationale État-secteur privé qui a eu lieu à Bobo. On a allé avec 4 préoccupations que Dieu merci, on a essayé de défendre ça devant le chef de gouvernement, M. Christophe Marie Dabiré, qui nous a vraiment écouté à une oreille attentive, qu'à la finale, on a eu vraiment de promesses. Doublement comblé de sa première participation à ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina réitère sa disponibilité et son engagement dans la quête de solutions aux préoccupations des travailleurs de l'économie informelle. Et le secteur de la microfinance burkinabé et de la sous-région qui améliore la qualité de ses services clients à travers le développement de nouveaux produits et services digitaux. Le réseau régional intégré de coopératives et mutuelles d'épargne et de crédit lance à Ouagadougou SABAT un système d'information intégré, un logiciel bancaire adapté au secteur de la microfinance. C'est l'un des derniers actes de la grande rencontre de la Confédération des institutions financières d'Afrique dans la capitale burkinabé. Paul-David Bambara, Ernest Kambiri. Le secteur de la microfinance se digitalise au Burkina Faso. Depuis le 17 août dernier, il est désormais possible d'effectuer certaines opérations bancaires jusqu'ici impossibles au niveau du réseau des caisses populaires du Burkina et dans les autres pays membres de la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, CIF. Le réseau régional intégré de coopératives et mutuelles d'épargne de crédit vient de lancer depuis Ouagadougou SABAT-AT, un nouveau système d'information intégré avec une automatisation des processus, des opérations, un logiciel bancaire adapté au secteur de la microfinance. La bascule sur le nouveau logiciel nous permettra vraiment de nous adapter et de répondre à ce besoin de réaliser des opérations, quelle que soit la nature, en temps réel. SABAT-AT, le nouveau site, est déjà opérationnel au niveau du réseau des caisses populaires du Burkina et le sera d'ici à l'horizon 2021 dans les 6 réseaux membres de la CIF dans 5 pays que sont le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Bénin et le Togo pour toucher plus de 4,5 millions de clients. En mobilisant nos fonds, en restant solidaires et social, étant notre culture africaine, nous pouvons développer une économie comparable à toutes les économies et satisfaire les besoins des populations. Avec cet outil développé par la magie du digital, l'objectif du réseau régional intégré de coopératives et mutuelles d'épargne et de crédit est clair. Améliorer la qualité des services aux clients et disponibiliser ces services partout où le client se trouve. Et la grand-messe de la formation professionnelle et de la création d'emplois à Ouagadougou qui aura été un rendez-vous d'échange d'expériences et de discussion pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, organisé par Expertise France en collaboration avec l'Union européenne et le ministère en charge de la jeunesse. La rencontre s'achève sur une note de satisfecit général, nous dit Roger Cam. Pascal Canet. La deuxième rencontre de formation et de création d'entreprises s'achève sur une note de satisfaction selon les organisateurs. Après 48 heures d'échange et de partage d'expériences, les experts ont convenu de travailler pour le développement de l'emploi des jeunes et le renforcement de leur employabilité. La nécessité de s'appuyer sur les acteurs de terrain. En premier lieu, les collectivités territoriales, les présidents des conseils régionaux, les élus, qui connaissent les problématiques, les spécificités de leur territoire. Deuxièmement, les OSC locales, qui sont, comme on l'a pu le voir au cours de ces différents échanges, extrêmement dynamiques, extrêmement volontaires. Elles ont les capacités d'innover avec des individus très engagés,
Il faut les accompagner dans leur renforcement, dans leur capacité. Des expositions, des tables rondes et des débats avec des experts internationaux ont meublé le deuxième rendez-vous de formation et de création d'entreprises, ce qui a permis aux jeunes de découvrir les techniques de montage de projets et leur financement. Les experts qui ont intervenu, la qualité des interventions font que ce type d'initiative non seulement mérite d'être pérennisé, mais on mérite encore de mettre plus d'accent. Mais là, pas en termes de rencontre, parce que là, on a posé des problématiques. Mais l'idée derrière maintenant, c'est d'aller à côté de ces jeunes-là au quotidien. Certes, les jeunes, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de financement. Mais à notre avis, le financement, c'est le dernier élément lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat. 600 participants venus d'ici et d'ailleurs ont pris part à l'événement initié par Expertise France. Les participants ont émis le vœu que ce genre d'initiative se perpétue afin de renforcer les capacités des jeunes en matière d'entrepreneuriat. Améliorer les conditions de travail des femmes évoluant sur les sites d'orpaillage artisanaux. C'est l'objectif du projet mis en place dans la commune rurale de Boudry par l'association des femmes du secteur minier en tandem avec l'ambassade de France au Burkina Faso. Une visite de terrain ce vendredi permet de constater de visu les réalisations et d'apprécier l'appropriation que les bénéficiaires font du projet. Visite suivie pour nous par Issa Kafando et Sanoa Christine Koulibaly. Venue sur l'un des multiples sites d'orpaillage de la commune rurale de Boudry. Avec des techniques et équipements rudimentaires, ces femmes creusent, concassent, broient, lavent à longueur de journée à la recherche du métal jaune. Et ce au détriment de leur santé et souvent celle de leur progéniture. Creuser la terre là-même, c'est difficile. C'est tellement difficile, mais c'est obligé que nous travaillons, puisque nous cherchons quelque chose là-bas. Des conditions de vie et de travail qui n'ont laissé de marbre ni l'association des femmes du secteur minier, ni la coopération française. Ensemble, elles ont formé 90 de ces femmes aux techniques d'élevage de volailles et de petits ruminants, à la saponification et à la production du sumbala. Dans le projet, on peut trouver finalement de la valeur ajoutée sur les questions de l'environnement, sur les questions de santé, sur les questions de revenus pour améliorer la situation socio-économique des individus qui sont à cheval entre deux activités, l'activité rurale traditionnelle et puis durant les périodes de soudure dans l'orpaillage. Nous allons essayer de les accompagner en leur donnant la possibilité d'aimer autre chose, d'engager autre chose. Et qui sait, d'ici peut-être l'année prochaine quand nous allons venir, peut-être que toutes ces femmes que nous appuyons n'iront plus sur les sites d'orpaillage. Et ces femmes n'en demandent pas plus. Leur choix est d'autant plus grand que les visiteurs du jour sont venus les bras chargés de quoi se protéger et prévenir la maladie à coronavirus. Coût du geste, 3 millions de francs CFA. Gestion des inondations et de la sécheresse, les pays du bassin de la Volta renforcent leur capacité en matière de prévision et d'alerte. L'on s'active à trouver des stratégies adéquates de riposte aux risques climatiques. L'atelier technique de Ouagadougou présente les résultats et recommandations de l'évaluation des capacités et besoins en matière de prévision des inondations et à la sécheresse. Les détails avec Issa Kafando et Caroline Ouare. Après le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Burkina tient son atelier technique de présentation des résultats et recommandations de l'évaluation des capacités et besoins en matière de prévision et d'alerte aux inondations et à la sécheresse dans le bassin de la Volta. Un atelier présenté comme déterminant pour la suite de la mise en œuvre du projet intitulé « Intégrer la gestion des risques et d'alerte précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta ». Est-ce qu'on va continuer à subir ces risques qui nous arrièrent? Si les gens sont prévenus 1 mois, 3 semaines, 2 semaines, même 1 semaine à l'avance, avant que le phénomène n'arrive, beaucoup de choses seraient
sauvés. Les activités du projet ont démarré en juin 2019 avec l'atelier de lancement tenu à Abidjan. L'objectif est d'aider les 6 pays du bassin de la Volta à mettre en œuvre des actions coordonnées pour améliorer leur système d'alerte précoce et leur plan de gestion au niveau régional, national et local. Comme l'indique le nom de l'atelier là, c'est un peu de recenser les besoins en termes d'adaptation des populations au changement climatique. D'une durée de 4 ans à compter de 2019, le projet d'adaptation et d'alerte précoce au changement climatique est financé à hauteur de 7 920 000 $ américains par le Fonds d'adaptation. Préservation de l'environnement dans un contexte d'insécurité, c'est le défi que la 60e promotion de l'École nationale des eaux et forêts de Denderesso entend relever. Et c'est marqué du sceau de l'innovation que la promotion riche de 460 nouveaux agents effectue sa sortie officielle, donc ce vendredi, en présence de Drissa Traoré et Karim Sissi. Au nombre de 464, dont 3 des nationalités étrangères, cette cuvée est constituée de forestiers et d'environnementalistes. Des agents jugés opérationnels après 2 années de formation. Leur sortie est placée sous le thème « Préservation de l'environnement dans un contexte d'insécurité », une priorité au cœur des engagements et défis nationaux. Nous avons choisi de façon unanime ce thème pour interpeller les uns et les autres à avoir une attention particulière vis-à-vis de la gestion de l'environnement. Innovation, c'est le nom de baptême de la promotion 2020 de l'UNEF. Aujourd'hui, si on prend le ratio au regard de nos massifs forestiers, nous sommes en deçà. Et par conséquent, ces agents viendront renforcer la capacité opérationnelle de mon département dans la mesure où nous avons comme prévision la création d'une unité spéciale, également dotée non seulement d'hommes compétents, mais également de ressources et de matériel spécifique pour leur permettre d'accompagner les autres forces de défense et de sécurité dans la lutte bien sûr des questions sécuritaires, tout en préservant bien sûr les ressources naturelles. Remise d'attestations et d'épaulettes aux lauréats, démonstration de techniques professionnelles d'intervention et parades civiles et paramilitaires ont été les moments forts de cette cérémonie. L'archidiocèse de Ouagadougou dispose désormais d'un musée diocésain. Vous y découvrirez tableaux, objets d'art et de culte et images religieuses qui racontent l'histoire du Burkina Faso, notamment le musée Monseigneur Thévenoud se veut un lieu de recherche pour se cultiver. L'inauguration est intervenue ce matin. Compte rendu Nongba Kouda, Sekou Zongo. À travers cette coupure de ruban, le président de l'Assemblée nationale inaugure le musée Monseigneur Thévenoud, un musée qui comprend plusieurs salles d'exposition à son rez-de-chaussée, avec chacune une histoire particulière. Son aspect extérieur rallie la tradition à la modernité. Je voudrais souligner le caractère interreligieux, interculturel de cette célébration. Vous avez constaté, nos frères protestants ont envoyé une délégation, les musulmans, le Moro Naba est représenté par le IP le Snaba. C'est le symbole de ce que devrait être notre société. Et cela souligne la caractéristique de ce musée qui devrait être un musée, la mémoire de notre peuple, le rassemblement le plus large possible pour un monde meilleur, pour un vivre ensemble meilleur. Le musée Monseigneur Thévenoud, à travers son jeu de couleurs, met en dialogue l'homme et son créateur. Le président du Faso a invité à la réécriture de l'histoire générale du Burkina Faso. Et ce musée vient participer à cette réécriture, à cette meilleure connaissance de l'histoire. Tout le monde a participé à ce que ce musée soit une réalité. Il n'y a pas eu que des catholiques, il y a eu des musulmans, il y a eu des protestants, il y a eu la société civile, il y a eu l'État, il y a eu des privés, des bonnes volontés. Donc nous ne pouvons que saluer cette synergie d'action de toutes les communautés aussi qui ont accompagné à ce que ce musée soit une réussite. Ce musée nommé Musée Monseigneur Thévenoud est une reconnaissance à ce grand homme, Joanny de Thévenoud,
pour toutes ses actions en faveur de l'église burkinabé. Ce musée se veut un lieu de réflexion et le gouvernement s'engage à doter l'église d'une équipe technique pour conserver le musée et trouver des ressources pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Parlons littérature à présent. Après L'aube du sort sacré, publié en 2019, Paul Sandeau publie Le crépuscule du sort sacré ce mois d'octobre 2020, un second roman autobiographique qui relate les péripéties de la vie professionnelle de l'auteur, contrôleur de police à la retraite. La dédicace de l'ouvrage a eu lieu ce 8 octobre. Découvrons le livre avec Césaire Carrefour et Fousseni Kindou. Dans son premier roman, L'aube du sort sacré, Paul Sandeau raconte son enfance et sa jeunesse. Dans le second roman, l'auteur nous retrace alors sa vie professionnelle de garde républicain au moment où ce corps était à la limite peu glorifié parmi les hommes en tenue. Plus tard, il intègre le corps de la police nationale et fit une carrière bien remplie, parfois jonchée d'embûches. Une vie de combattant qu'il a su relever avec audace et détermination. Des deux ouvrages, il y a le premier qui est beaucoup plus destiné, c'est-à-dire aux adolescents, et le deuxième beaucoup plus aux jeunes fonctionnaires et particulièrement de la police nationale qui embrassent des carrières et qui croient que souvent il y a des facilités. Je crois qu'il faut se préparer à ne rencontrer que des difficultés. Et les facilités, c'est l'exception. Et donc, qui ne croient pas que les difficultés, ils sont les seuls à les vivre, mais les difficultés, ils viennent en l'homme et l'homme s'autogère et s'auto-trouve des solutions. Ce second roman de Paul Sandeau appelle un troisième sûrement. Mais pour l'instant, Le crépuscule du sort sacré est une ligne de valeur cardinale pour la jeunesse. Ce sont des paroles de sagesse qu'il faut lire et à faire lire. Selon les critiques littéraires, l'œuvre littéraire n'existe que lorsqu'elle est lue. Lisons donc pour découvrir nos valeurs authentiques. Et en sport, nous vous annoncions la victoire des étalons du Burkina Faso sur les léopards de la République démocratique du Congo par le score de 3-0 en match amical joué hier à El Jadida au Maroc. Voici pour vous les faits saillants de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Victorien Marie-Hien. Étalon du Burkina, léopard de la RD Congo s'est joué à huis clos à cause de la pandémie et ses mesures barrières, mais ce fut du beau spectacle à tout point de vue, sous le regard du tout nouveau patron du football burkinabé. C'était la première rencontre des étalons. Il était important pour moi de venir faire connaissance des uns et des autres et surtout les encourager. C'est ce que j'ai fait ce matin lors de la réunion que j'ai eue avec eux et leur dire que toute la nation entière compte sur eux. Bertrand Traoré sur ce coup franc d'Abdulrazak Traoré ouvre le score dès le premier quart d'heure de jeu. Et c'est peu de dire que les étalons ont mis le pied sur le ballon jusqu'à la pause, 1-0. En seconde période, le capitaine d'un jour, le maître à jouer des étalons, Bertrand Traoré d'Aston Villa, entre définitivement en action. Inattaquable, Bertrand Traoré est à l'origine du penalty de la 61e minute, transformé brillamment par Brian Dabo. Bref, la sélection nationale, 90 minutes durant, n'a jamais perdu le nord. Issa Kaboré, venu de la Belgique, et Mohamed Konaté de Russie sont des nouvelles recrues qui ont impressionné plus d'un observateur. 86e minute, Issoufou Dayo sonne les comptes à 3-0 pour les étalons. Contre Madagascar, ça va nous permettre de voir certains joueurs qui sont là, qui n'ont pas eu du temps de jeu sur ce match. Donc on va faire tourner pour voir tout le monde passer l'objectif. On est en train de préparer Malawi. Après les léopards, la RD Congo, Kamou Malo et ses hommes seront face à Madagascar ce lundi, au même lieu, même heure, même dispositif. En attendant, Lazare Bansé décide de doubler la prime des joueurs. Et pour finir, sachez que le prix Nobel de la paix 2020 est attribué au Programme alimentaire mondial pour ses efforts de lutte contre la faim. Le PAM est récompensé pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits, selon les mots
du comité du Nobel à Oslo. Sur tous les terrains, par tous les moyens, le PAM, c'est un objectif clair, éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Rien que l'année dernière, 15 milliards de rations ont été distribuées, 97 millions de personnes aidées à travers 88 pays. Mais l'horizon reste sombre. La pandémie de Covid-19 sévit. Les aléas climatiques laissent sans toit, sans ressources des centaines de milliers de personnes, comme ici au Soudan du Sud, mais aussi les guerres, grandes pourvoyeuses de misère et de faim. Le comité norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel au Programme alimentaire mondial pour ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix en zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre et de conflit. Sur ces images, le Yémen où sévit un conflit interminable. Le PAM y a déployé sa plus grande opération à travers le monde. 10 millions d'enfants, de femmes, d'hommes ont besoin d'aide alimentaire. Pour l'agence onusienne, paix et éradication de la faim sont indissociables. C'est bien la première fois de ma vie que je suis sans voix. C'est incroyable. C'est grâce à la famille du PAM. Ils sont là-bas dans les endroits les plus difficiles et les plus complexes du monde, où il y a la guerre, les conflits, les climats extrêmes. Peu importe, ils sont là-bas et ils méritent ce prix. Le PAM est entièrement financé par des contributions volontaires. Ces travailleurs humanitaires arpentent le globe depuis 6 décennies. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans sa dernière version à 23h avec Ismaël Diloma Sirima. Bonne suite de soirée sur la télévision du Burkina.